Ce soir, nous allons donner la parole à Juliette Drahi, qui va intervenir, je dirais, à deux titres, hein. Le premier, c'est que c'est une diplômée en psychologie clinique, en psychopathologie, psychanalyste, mais aussi une ancienne athlète de haut niveau qui a énormément de choses à dire justement à ce propos et de témoignages à livrer concernant donc ce thème de ce soir qui est le corps annexé et son exhibition et notamment faire allusion aux troubles alimentaires. Je te laisse la parole, Juliette. Merci beaucoup, Marie-Claude. Alors, bonsoir à tous. Voilà, alors j'ai appelé cette intervention ainsi pour éclairer une difformité physique que tout le monde voit, hein, c'est-à-dire le corps en excès, qu'il soit trop gros ou trop maigre. En l'occurrence, je vais peut-être davantage me concentrer sur le corps qui pèse, celui qui dérange et qui amène la plupart du temps nos patientes. Je parle des patientes au féminin, mais il y a aussi des hommes qui viennent avec un problème de surpoids. Mais en cabinet libéral, c'est vrai que pas mal de personnes poussent la porte et font une demande à l'endroit de leur corps, de l'excès de poids, de leur pseudo-difformité, parce que c'est elles qui se vivent comme ça, c'est certainement pas moi qui les vois comme ça. Et donc j'ai appelé cette conférence Le corps en excès et son exhibition. Alors c'est peut-être aussi pour, comme tu l'as dit Marie-Claude, rendre hommage à mes camarades d'infortune, toutes ces jeunes filles qui ont été bridées, brimées, tordues, avilies, écrasées par les codes et les règles qui sont en vigueur dans le sport de haut niveau. Alors le surpoids, ça fiche la honte. Alors je vais essayer de ne pas emprunter une langue de bois, comme on dit, et de parler vrai. On va éviter trop de conceptualisation, même si j'ai un socle théorique de référence, mais je vais essayer de rendre cette conférence la plus digeste possible, qu'elle ne vous reste pas sur l'estomac et que les mots ne vous donnent pas la nausée. Alors, est-ce qu'on peut se guérir du surpoids? Ben, sûrement pas en franchissant la porte d'un cabinet de psychanalyse. En tout cas, c'est pas le miracle escompté, c'est pas l'effet qu'on promet. Est-ce qu'on peut retrouver de la vitalité et sortir de la dépression? En revanche, oui. Est-ce qu'on peut viser une acceptation de son propre corps qui souvent est haï? Oui. Et est-ce que le projet effectivement dans cette société serait de devenir mince, svelte et beau? À voir. Euh, Personnellement, je m'implique et je milite pour pour dire que non. On a le droit de vivre avec un corps différent. On a le droit de vivre en surpoids, en obésité. On a le droit d'avoir des troubles alimentaires. Il s'agit peut-être juste euh, d'aménager sa vie en fonction de cette douleur-là. Alors, comment contenir la souffrance dans une société plutôt grossophobe? Comment accompagner l'hyperphagie et les troubles de la conduite alimentaire dans une société du débordement? La problématique du surpoids, de l'obésité, de l'hyperphagie, de toutes les pathologies effectivement du corps, nous parle en premier lieu des addictions, c'est-à-dire de la dépendance qu'on a à l'objet de notre besoin qui évince la question du désir. Alors, d'où je parle? Je parle depuis le lieu d'un cabinet de psychanalyse et de psychothérapie, depuis l'expérience d'une sportive de haut niveau elle-même traumatisée par les injonctions à la légèreté et à la minceur. Je parle ce soir pour rendre hommage à toutes celles qui ont eu faim, qui ont été pesées, moquées, qui ont fait des régimes et sont devenues dingues d'avoir mis leur corps en privation. Depuis le lieu de la psychologie, je m'aperçois que l'addiction à la bouffe demeure très peu traitée par la littérature psychanalytique. On a beaucoup parlé de l'anorexie, très peu du corps en excès et de l'obésité. Non pas qu'il n'y ait pas d'écrits universitaires, mais ces derniers se concentrent davantage sur les états limites ou sur la clinique adolescente, comme si finalement ce n'étaient pas des symptômes qu'on traînait toute notre vie. Pardon. Quand on parle d'obésité ou de corps en excès, on tombe immédiatement dans l'obscénité, ce qui est difficile à montrer et à voir. Alors je vais faire un petit préambule anthropologique. D'emblée, on peut dire qu'un corps en excès est un excès dans le corps social. On ne voudrait pas les voir, ces corps gras qui débordent et qui dérangent. On ne voudrait pas la voir, cette jeune fille anorexique, cadavérique,
qui traîne son ossature et sa toute-puissance surnaturelle avec la même énergie qu'elle mange du rien. On voudrait manger sainement, doucement, mâcher, partager, hésiter, trier, se réfréner, mais nous sommes malheureusement des êtres de chair et des êtres de chair avides de bonne chair. Je parle ainsi du corps ce soir. Je parle de nourriture, de bouffe et de la sauvagerie qu'on aimerait tant contenir pour devenir des êtres civilisés. Cette rencontre ce soir traite du drame intime de l'individu qui vient en séance ou qui n'ose pas encore y aller. Je parle d'un sujet grave et douloureux, important pour nombre de personnes ici ce soir. D'un sujet toutefois qui fraye son chemin à l'humour, à l'autodérision et à la place qu'on se permet de prendre dans un groupe humain, car la place d'un autre est déjà prise. Qui disait ça, Loïc? Qui disait la place d'un autre est déjà prise? Oscar Wilde, je crois. Exactement, Oscar Wilde, be yourself, everyone else is already taken. Voilà. Donc prenons notre place. Parler du corps, c'est faire référence au corps qui dérange, qui est trop gros, trop gras, trop maigre, trop moche, difforme, immonde, et j'en passe. Cela implique de se tenir au croisement des disciplines, psychanalyse, anthropologie, sociologie, neurosciences. Il faudrait ne pas enfermer la personne dans un discours et ne surtout pas lui coller un profil psychologique sur le dos. Elle a la plupart du temps bien assez de poids à soulever. Rendez-vous compte, j'ai un pack d'eau de chaque côté à porter quand je monte les escaliers. Alors les ascenseurs en panne, ça dissuade. Dixit, une patiente. Ce qui nous intéresse ici, c'est la souffrance d'avoir un corps illimité, anormal, dans une société paradoxale qui multiplie les injonctions au bien-être, tout en prenant en charge médicalement le problème de l'obésité ou de l'anorexie, à grand renfort de conseils diététiques et hygiénistes, comme autant de prescriptions visant la mesure, la sobriété et la sagesse. Or, l'opulence règne sur la société de consommation et les divertissements ne cessent de convoquer notre avidité, plongés que nous sommes dans la société du spectacle et de l'exhibition. Et il faudrait se tenir, se retenir, ne pas trop manger, ne pas trop boire, ne pas fumer, pour notre bien, pour notre santé, pour répondre à des normes esthétiques. Il faudrait sortir de la sauvagerie, même à table, surtout à table, comme preuve de notre capacité à contenir nos pulsions qui inquiètent et qui dérangent. Et pourtant, les pulsions, elles, sont partout, tout le temps, en politique, sur la toile, sur les routes, dans les relations intimes qui virent au drame. Attardons-nous 2 minutes sur une lecture anthropologique de l'hypermodernité, sachant que la réflexion psychanalytique qui nous réunit ce soir n'est pas indifférente aux impacts de notre société sur nos conduites individuelles, sur notre façon de nous divertir, de jouir, de souffrir. Les troubles de la conduite alimentaire sont des troubles de l'oralité si ces derniers prennent ancrage dans la petite enfance. Alors voilà, on différencie le TCA, qui se développe à l'adolescence, du trouble de l'oralité qu'on observe chez le bébé et chez le petit enfant. C'est une différence de taille parce que lorsqu'un trouble prend ancrage dans la toute petite enfance, il s'agit de quelque chose d'assez traumatisant, de très régrédiant, et effectivement quelque chose qui se fixe dans le temps. Ça prend plus de place, plus de temps pour se déplier dans le psychisme. Alors effectivement, c'est des terreaux favorables à l'obésité pour l'âge adulte. Alors, les pathologies mentales les plus répandues chez nos jeunes filles adolescentes, c'est le suicide et l'anorexie. On a la dépression, on a toutes les pratiques d'automutilation qui mènent effectivement à des conduites, la plupart du temps, heureusement, plus dépressives que suicidaires, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de passage à l'acte, mais il y a pas mal de passages à l'acte suicidaire. Et l'anorexie, sans être un passage à l'acte suicidaire, effectivement, a un caractère létal. Non que la jeune fille veuille directement mourir, mais le processus et la toute-puissance associée à ce dispositif mis en place par le psychisme peut virer au drame et à la mort. L'anorexie est sidérante, tellement sidérante qu'on s'en aperçoit souvent trop tard, quand le symptôme est fixé et difficile à déloger. Alors contrairement à l'obésité, que l'entourage voit quand même arriver. Quoique. L'accueil de la souffrance du patient en surpoids fait partie de mes préoccupations quotidiennes. J'ai commencé à réfléchir aux troubles de la conduite alimentaire pour des raisons historiques assez personnelles, mais aussi parce que, derrière nombre de carences affectives,
de faillite de l'estime personnelle et de dépression, une difficulté à habiter son propre corps, qu'il soit objectivement vécu en excès selon les valeurs médicales en vigueur, ou qu'il soit vécu comme tel par la personne qui détient sur elle-même une vérité qui échappe à toute forme de rationalité. On parlera de dysmorphophobie, lorsqu'un sujet très maigre, très mince, se voit dans le miroir la plupart du temps, effectivement, énorme. Hein, on est vraiment dans une démesure, dans une distorsion de la réalité. Alors, c'est ce qu'on appelle la vérité subjective. Hein. On peut tout à fait être léger et se voir gros. On peut être très gros et ne pas l'avoir vu arriver. Ce qui est important à entendre dans nos séances, c'est pas de dire à la personne, mais non, vous n'êtes pas si grosse. Mais non, voyons, vous m'apparaissez tout à fait aimable. C'est pas comme ça qu'on accompagne des personnes qui se plaignent de se trouver trop lourdes. Ce qui est important, c'est l'éprouvé singulier. Hein. Alors que je préparais cette intervention, une patiente, ce matin même, ayant des compulsions alimentaires, me disait que sa mère lui disait, quand elle faisait quelque chose de pas raisonnable, « Va taper sur ton ventre ». Punition du féminin, retrait de l'homme, j'entends, démerde-toi toute seule. Donc, vous voyez qu'il y a pas mal de citations et d'expressions populaires qui visent à dénigrer le corps féminin et en particulier le ventre. Je n'ai pas besoin d'interpréter cette citation pour qu'on comprenne la haine qu'inspire ce ventre féminin. J'entends que ce n'est pas au groupe social de gérer, c'est à l'individu. Qu'il se débrouille avec sa solitude après tout. Surtout quand cela traite de drame intime, d'affect logé dans le ventre. Ainsi, je reçois en majorité des femmes avec des souffrances alimentaires et des souffrances liées à l'apparence. C'est leur plainte, leurs symptômes manifestes, leur demande initiale. Nous sommes des êtres incarnés. Nos expériences empiriques sont vécues de l'intérieur. Nous sommes habités de sensations, de perceptions qui sont autant d'occasions de souffrir et donc de se retirer dans la solitude, de s'extraire de la relation interpersonnelle. La personne dont le corps dérange, ou celle qui mange comme un bœuf, hein, vous connaissez cette expression, est un être déçu. Déçu en manque d'amour, avide de consolation, mais impossible à consoler comme elle est impossible à rassasier. Pour cette raison, elle mange beaucoup, souvent mal, elle aime beaucoup, peut-être mal, mais elle aime. Le problème dans cette société, c'est est-ce que la société l'aime? Je crois que vous avez la réponse. Hein. Je vais essayer de vous parler avec le cœur, mais sans mièvrerie, sans niaiserie, sans sentimentalisme, rendre le propos intelligent, donner de la matière à penser. Alors, peut-être, Loïc, tu peux passer un petit passage d'un film. On peut commencer par peut-être Ghost Story. Ghost Story de Rooney Mara. Alors là, on n'a pas le son, donc je peux continuer à parler. On voit donc une femme qui vient de perdre son compagnon, avec qui, en l'occurrence, elle s'était engueulée la veille. Et on voit toute la sauvagerie, toute Ouais, la si frénésie on n'a pas avec le son, lequel... je vais la repasser. Ouais, Attends, juste, hop. Désolé pour ce peut-être la temps. reprendre là où on en était, pour pas perdre trop de temps. Mm. On voit l'agressivité, hein, on voit à quel point le deuil lui creuse le bide, à quel point le vide, hein, et la mélancolisation de ce ventre va générer une crise boulimique. Hein, donc elle va manger à l'excès, on la voit avec sa fourchette attaquer les aliments jusqu'à se faire vomir. Hein, donc c'est une scène qui est assez effroyable. Elle n'a pas d'autre recours à ce moment-là pour suspendre le temps, pour s'extraire de la souffrance et pour être hors d'elle finalement, se mettre hors d'elle dans un exercice assez traumatisant pour l'estomac et pour le psychisme. Vous voyez, elle attaque de plus en plus l'aliment. Elle est de plus en plus dissociée, on pourrait dire. Elle n'est plus qu'un ventre. Alors, c'est un passage assez pénible, hein, donc on va peut-être pas le... Voilà, puis là, elle se lève, donc elle
Elle court aux toilettes pour vomir effectivement cet excédent qui lui pèse sur l'estomac. Alors, il y a 3 troubles de la conduite alimentaire, hein, des troubles principaux. On a l'hyperphagie, on a la boulimie, vomisseuse ou pas. Donc, vomisseuse, c'est avec comportement compensatoire. Et on a l'anorexie. Hein. Donc, vous voyez qu'il y a un spectre assez large. Et puis, il y a plein de nuances hein, dans toutes ces pathologies de la conduite alimentaire. L'obésité, c'est le terme médical. Hein. Vous verrez que je conteste un petit peu la terminologie, notamment le mot obésité morbide. Donc, c'est le terme médical pour dire qu'effectivement, il y a d'abord une grosseur, un poids excédentaire par rapport à la norme qui s'édifie hein, sur des valeurs médicales dans un contexte culturel. Hein. Alors, il y a des individus fiers de leur apparence. Hein, ils sont rares. J'en vois très, très peu en consultation. Insatisfaits que nous sommes de notre reflet dans le miroir. Nous dirons que la nature peut être plus ou moins clémente. Il y a des gens en paix avec leur apparence, tout simplement et heureusement. Ce n'est pas du narcissisme, mais c'est une sorte d'accord tacite avec soi-même, un bien-être qui permet de dépasser certaines doléances à l'endroit de la nature. Comme disait Gainsbourg, la laideur a ce site supérieur à la beauté, elle ne disparaît pas avec le temps. Je ne crois pas qu'on soit toujours aussi philosophe. Il y a des gens, à l'autre bout de la chaîne de l'estime personnelle, hantés par leur image, dégoûtés ou encore haineux à l'endroit de leur enveloppe. Alors, je ne vais pas avoir un langage très feutré ce soir, mais il y a tellement de femmes qui se disent être dégueulasses, avoir un corps merdique, être moche. Hein. On est vraiment dans un référentiel de la fécalisation. Et c'est très difficile à entendre, c'est très douloureux à accueillir. Et aussi par identification. Hein, le thérapeute, effectivement, va pouvoir s'identifier à la patiente qui vient à lui ou à elle. Il y a surtout des vécus intrasubjectifs douloureux qu'entraîner sa misère corporelle expose à des empêchements existentiels et sociaux. Entrer en relation, se mouvoir, dépendre d'eux, être autonome, séduire et plaire. La question la plus grave, en dehors d'une souffrance physique, qui peut rendre la vie franchement insupportable aux gens en surpoids, est le manque d'amour et l'enfer de la relation, quand le fait de se penser indésirable pèse encore bien plus que tous les kilos à soulever. Le sentiment qui prédomine lorsqu'on a un corps non conforme aux attendus est le sentiment de honte. Il provient toujours de l'environnement. Il n'y a pas de honte sans le regard extérieur, sans les autres. Être disqualifié peut renvoyer au développement de cette honte. Alors, la disqualification peut venir de discours parentaux, de désaveux divers, comme à l'école ou dans les salles de sport. Il suffit d'être rabaissé devant les autres, moqué ou simplement invalidé par une indifférence. Combien d'enfants n'ont pas reçu de regard approbateur? Combien de miroirs sans fond, de surfaces non réfléchissantes? La disqualification peut aller jusqu'à l'humiliation. La honte est donc une catastrophe. Bien entendu, il y a des degrés de honte, des stades d'épanouissement de ce sentiment, une sorte de graduation. Mais sans détailler comment se forme la honte et quelle est son implication dans la construction du psychisme humain, notamment quand il est question d'enseigner la pudeur, retenons que c'est une effraction dans l'appareil psychique, c'est-à-dire que la honte est une catastrophe en ce sens qu'elle est traumatisante. C'est une vraie violence, quelque chose d'intrusif qui vient mettre en dérangement et en excitation l'ensemble du corps. Donc la honte peut faire trauma. Hein. Elle peut donner envie de se terrer ou de disparaître. Réitérée, elle intime au sujet d'avoir à se cacher, à mentir ou à s'extraire de lui-même. Puisqu'elle fait trauma, elle peut engendrer des mécanismes de défense en clivage. Ainsi, on peut vouloir se couper de son corps pour ne plus éprouver une telle intensité excitatoire ou encore se couper de la relation. Tous ces phénomènes de clivage participent à une vie en dehors d'eux, hein, c'est en dehors de soi, en dehors du monde, en dehors des autres. Une vie rétrécie dans un corps élargi lorsqu'il s'agit de corps effectivement en surpoids. On parlera de surcharge pondérale d'ailleurs. Hein. Alors, est-ce qu'on peut voir, Loïc, le film The Whale, donc La baleine en français?
Alors, on va voir ce petit extrait de film puissant qui évoque la fin de vie d'un homme obèse enfermé chez lui, rempli de culpabilité, qui a des comptes à régler avec sa fille avant de mourir d'obésité. Donc, effectivement, ce film est assez tragique. Heureusement, ça se finit pas toujours comme ça, mais aujourd'hui, on va un peu dans les extrêmes. Je t'en prie, Loïc. Bon, alors c'est un extrait d'une grande pénibilité, hein. Voilà, là, on est effectivement dans une obésité. Alors là, morbide, le terme convient. Alors c'est aussi une métaphore de la société de consommation et de l'hypermodernité, hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là, hein. Alors je vais continuer, on va peut-être arrêter ce passage d'une grande violence, mais nécessaire, je crois, hein. Alors le projet d'une réflexion psychanalytique sur le thème du poids et de la conduite alimentaire est de ne pas enfermer le symptôme dans un cadre rigide et son appréhension dans une voie thérapeutique unique, mais d'entendre la douleur et d'imaginer l'accueil le plus favorable pour des femmes et des hommes débordés du poids de leur chair, du poids de l'incompréhension, débordés par la honte. Donc je l'ai dit, hein, la honte, c'est bien une effraction par le regard de l'autre que connaissent tous les patients en surpoids, à moins d'un travail personnel d'acceptation et d'un environnement bienveillant, ce qui n'est pas encore le cas dans les cours de récréation malgré la lutte contre le harcèlement. Ce n'est pas le cas non plus dans les espaces publics et les réseaux sociaux. Voilà deux ouvrages qui inspirent mon travail sur la honte. Il y en a d'autres, hein. Il y a un ouvrage aussi de Ferrand et de Chiconne sur la honte. Le vert, là, le livre vert, c'est un ouvrage de Tisserand, hein, Serge. Il est très bien. Alors, même dans le cas d'un entourage bienveillant, aimable et intelligent, il y a les autres inconnus. Tous ces autres, le collectif, ce social rarement pensé pour accueillir les corps éloignés de la norme, corps non désirables, jugés difformes ou informes, ou encore monstrueux. Alors, c'est quoi ce registre de l'extrême? En fait, qu'est-ce que ça veut dire de la société de l'hypermodernité? Eh bien, ça signifie que le triomphe des notions de performance provoque un éclatement des limites qui conduit à des conduites compulsives, à autant de comportements déterminés par l'excès. On parlera de nouvel homme positif, hein, sommé de s'inventer, de s'inventer une originalité et en même temps sommé d'être conforme, c'est-à-dire de rentrer dans un cadre, dans un moule et de ressembler aux autres. Quels sont ces autres, hein? Je ne crois pas qu'il y ait deux autres qui se ressemblent. Donc, voyez en quoi finalement ce discours est très, très hypocrite. Le sensationnel surpasse le sentiment chez un sujet désespéré de ne pouvoir trouver contenance et originalité dans une société de la démesure. Nous sommes bien dans une société de la démesure. Comment demander au sujet que nous sommes de manger modérément, d'être nuancé, d'être sobre, à l'endroit justement de propositions aussi exubérantes, hein. Autant on peut faire des cures pour se passer de boire, c'est déjà pas évident de guérir de l'alcoolisme, mais comment se passer de nourriture? C'est impossible, proprement impossible. Donc on est bien dans une société de la démesure qui impose aussi au corps d'avoir à répondre à des standards, et notamment des standards esthétiques. Tout ceci, bien évidemment, nous rend absolument dingues. La boulimie et l'hyperphagie sont des pathologies temporelles chez des sujets enfermés dans le présent et tyrannisés par l'urgence, hein. On peut sentir, quand on a des crises de boulimie, pour celles et ceux qui ont connu cette urgence d'avoir à trouver un objet alimentaire, hein, on peut sentir que le temps se suspend et qu'il y a comme un mécanisme pour contrer l'ennui.
On peut sentir en soi un grand vide intérieur. En tout cas, c'est comme ça que les personnes qui souffrent d'hyperphagie ou de boulimie parlent, cette suspension du temps et cette urgence. C'est-à-dire que si la personne ne mange pas, c'est comme de manquer de sa drogue, hein. On dit d'ailleurs que la nourriture, effectivement, c'est une addiction sans drogue. On parle de toxicomanie de la bouffe. L'individualisme contemporain ne pourrait s'exprimer que sur un registre extrême, tant sur les plans psychologiques que social. Ainsi, il n'est pas neutre que deux des figures les plus représentatives des pathologies hypermodernes soient celles de l'anorexie et de l'obésité, deux images emblématiques de l'excès et de l'extrême dans le rapport au corps. On parlera d'homme instant, on parlera de société liquide, hein, pour dire effectivement que les interactions sont rendues très compliquées quand il y a une fluidité des systèmes économiques, hein. Un système qui nous impose une immédiateté, une instantanéité des rencontres et des relations. Et tout ceci évince la question de l'accidentel et de l'éventualité. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une société qui fait part, comment dire, qui accorde de la place à l'impromptu de l'existence, à l'accidentel. Si on pouvait, par exemple, se faire rembourser nos vacances aux Canaries quand ça a manqué de soleil, je suis sûre qu'on le ferait, hein. Bientôt, il existera peut-être des assurances pour ça, d'ailleurs. C'est pour dire à quel point nous ne sommes pas prêts à accueillir l'accidentel. L'extinction des conflits est le propre d'une société qui absorbe toutes les forces d'opposition dans un monde paradoxal, hein. Bon, je vais le dire avec des mots très, très, très simples. On ne peut plus conflictualiser, c'est-à-dire on ne peut plus s'engueuler. On ne peut plus débattre. Débattre, c'est parler pour ne pas se battre. Donc, dans une société comme ça, du paradoxe, où finalement il y a de la contradiction, mais il n'y a plus de conflictualité, eh bien, on a du mal à tisser des liens, en fin de compte, hein. On fonctionne en clivage. On évacue aussi la problématique des affects et de la dépressivité, c'est-à-dire que à force de louer le bien-être, hein, la bonne santé, le bonheur, de faire un culte à cet état d'extase qui devrait être le nôtre parce qu'on a des tas de divertissements censés nous rendre heureux, eh bien, on ne peut plus laisser en nous le deuil faire son chemin, hein. Quand je dis le deuil, ça parle de la perte, ça parle de la castration, ça parle de la névrose bien connue par les psychanalystes. On n'a plus le droit, finalement, à ce genre d'affect, d'éprouver de tristesse. Voilà, alors souvent, c'est la colère, c'est la fureur, c'est la haine, parce qu'effectivement, il n'y a pas de place pour la dépressivité. Être original sans déranger, être normal, mais dans la plus pure invention. Se construire un destin au risque de n'être personne. Que dis-je? De n'être rien. Voilà l'enjeu des pathologies de la blancheur ou de l'excès. Alors, c'est David Le Breton, hein, qui est un anthropologue du corps, hein, qui a fait aussi pas mal d'anthropologie de la marche, des émotions, de la douleur. Il a travaillé en STAPS à Strasbourg, dans une fac de sport. Il a considéré qu'effectivement, l'anthropologie était le parent pauvre l'anthropologie du corps était le parent pauvre des sciences humaines. Et donc, il a travaillé, là, on voit un ouvrage Disparaître de soi, mais enfin, il y en a plein d'autres, hein, qui parlent aussi de la marche, des conduites ordaliques, des conduites à risque. Et il a énormément parlé de cela, hein, de l'invention du sujet, qui fait que tout en étant sommé de se trouver un destin extraordinaire, eh bien, paradoxalement, on doit être conforme à des standards. Et il a évoqué ces pathologies de la blancheur, notamment l'anorexie et les orgies alcooliques chez les jeunes. Voilà. Alors, qui est le patient en surpoids? De quel corps parle-t-on d'ailleurs en psychanalyse? Parce qu'on est quand même là pour faire de la psychanalyse. Eh bien, la distorsion corporelle, c'est d'abord une distorsion psychique. Tout percept, toute sensation est liée à un affect. S'il y a distorsion du schéma corporel, c'est une distorsion affective. C'est le corps imaginaire et le corps du fantasme qui est distordu. Ce n'est pas le corps anatomique dont il s'agit. Raison pour laquelle on peut, en ayant pris 300 grammes, hein, se percevoir complètement difforme dans le miroir. Une différence de quelques grammes et la patiente boulimique se sent sous contrôle. On sait que la dysmorphophobie est une distorsion perceptive de l'image d'un corps obèse et débordant quand le corps est manifestement maigre dans l'anorexie. Une patiente me racontait qu'elle avait pris 25 kilos en une année
et qu'elle n'avait rien vu venir, qu'une fois engagée dans la pente ascendante, elle ne pouvait plus faire marche arrière, mais que même le fait de mettre des vêtements de plus en plus larges ne l'avait pas interpellée, puisque dans le miroir, elle ne voyait pas de différence. Donc, vous voyez que ça marche dans les deux sens. On peut ne pas s'apercevoir finalement qu'on grossit. On voit donc que c'est une pathologie du regard. Être trop maigre ou être trop gros par rapport à une bonne santé communément admise s'enracine dans une difficulté primordiale à se voir dans le regard de l'autre, l'autre primordial, c'est-à-dire la mère ou le père s'il exerce cette fonction secourable, cette fonction maternelle. Évidemment qu'un père qui regarde sa fille avec du mépris provoque des effets tout aussi néfastes. Hein, quand on parle de mère primordiale, on parle d'abord de l'autre secourable. On pourrait dire que la personne qui souffre de TCA, trouble de la conduite alimentaire ou de surpoids grave, est hors d'elle. J'aime cette expression qui convient aux gens en colère, furieux, mais aussi aux états de choc post-traumatique. Lorsque l'esprit se clive et qu'une dissociation corps-esprit a lieu pour échapper à la scène, au choc, à l'impensable. Il y a quelque chose du choc, du trauma et de la violence dans le fait d'être hors de son corps. Il y a quelque chose d'une agressivité et d'une violence retournée contre soi dans les troubles de la conduite alimentaire. Comme si le fait de prendre du poids et de devenir difforme, dans le pire des cas, était déjà la preuve à la place du souvenir d'un ou de plusieurs événements traumatiques ayant déjà eu lieu. C'est, en tous les cas, avec certitude, la preuve d'une défaillance dans l'enfance qui ne pouvait générer que de la haine de soi. Alors, le mépris de soi, la haine de soi, le dégoût de soi, c'est ce qu'il reste quand on ne peut haïr l'environnement, ses parents ou le social. C'est une façon de contenir une agressivité. Quelque chose, finalement, nous revient en pleine gueule. Tu souffres de n'être pas conforme à la perfection que ton cerveau enfiévré réclame pour exister. Tu hais ton image autant que moi, et tu dois souffrir pour te plier à une aune impossible. Car rien de toi n'est à la mesure de tes attentes. Et tu auras beau peser 40 kilos, ça ne sera jamais suffisant, ton squelette sera encore trop lourd. Ça, c'est issu d'un journal. Hein. Alors bien sûr, je me concentre davantage sur les corps en surpoids, puisque de nombreuses femmes viennent à moi en cabinet, initialement pour perdre du poids. Et d'ailleurs, ça me rend très, très impuissante. Hein. Quand on me dit, je viens en analyse ou je viens en psychothérapie parce que je veux maigrir, j'ai tout essayé. L'hypnose, l'anogastrique imaginaire, j'ai essayé le pilate, les cours de yoga, j'ai été à la salle de sport, j'ai même vécu une chirurgie. Et puis, il n'y a rien qui marche. Hein. Je continue à souffrir à l'endroit de cette enveloppe qui déborde de gras. Alors, ça rend le thérapeute très, très interdit. Hein. Je dirais presque que ce discours est sidérant, parce qu'il y a avec toute cette chaîne signifiante, effectivement, du dégoût de soi. Hein. En général, ça vient pas comme ça. Hein. Il y a tous ces qualificatifs dont je parlais tout à l'heure. Je suis dégueulasse, ma poitrine est dégueulasse, ça ressemble à des pieds de vache. Vous voyez, il y a tous ces qualificatifs. Hein. Je suis une merde, mais il faut pas chercher bien loin. C'est-à-dire que quelqu'un qui se parle comme ça inévitablement, même si elle n'en garde pas le souvenir, a été quelque part traité de la sorte. Je ne connais aucune personne obèse qui affirme être heureuse de prendre de la place. Hein, souvent on dit, cette personne a grossi pour prendre de la place parce qu'on ne la voyait pas. Alors, peut-être après un long travail sur soi qui vise la décomplexion, hein, une personne peut dire, je prends de la place et j'assume. Mais a priori, il y a quand même peu de gens qui sont contents de prendre cette place-là avec un corps qui pèse. On préfère prendre de la place avec de l'humour, avec de l'intelligence, avec de la beauté. On dit souvent hein, qu'une personne prend de la place parce qu'elle n'en avait pas dans sa famille. Elle veut plutôt se fondre, j'ai l'impression. Elle veut plutôt se confondre avec l'ambiance, avec l'air, avec le vent et avec les éléments. Elle ne se détache pas du décor, elle se fond dedans. Quand on dit qu'une personne est en forme, qu'elle a des formes, moi j'ai l'impression qu'une personne qui grossit exagérément, effectivement, n'a plus de forme. Hein, c'est une sorte de dilatation. C'est pourquoi la psychologie de l'informe et de l'archaïque permet de penser les troubles de la conduite alimentaire. Alors la psychologie de l'informe, effectivement, ou la psychanalyse de l'informe, c'est un prisme très intéressant pour étudier les addictions notamment.
Après quelques rendez-vous chez la diététicienne et une batterie d'examens médicaux, voilà que le professionnel de la nutrition et le médecin sont formels. Le problème n'est pas que génétique ni physiologique. Même si initialement, par la naissance, les patientes avaient plus de malchance de développer une obésité. Le problème est aussi ailleurs. Le poids est bel et bien engrammé et le corps refuse de s'alléger. Il faut aller consulter un psychologue, madame. Alors les patientes viennent avec des tas de formulations qui nous rendent impuissantes. Au début, elles voudraient maigrir et telle est leur demande manifeste. En dernier recours, elles sont prêtes à essayer la psychanalyse d'ailleurs, hein. Elles ont tenté tout le reste, les TCC, l'hypnose. Tout peut fonctionner, rien ne peut fonctionner en quelque sorte, hein. Qu'est-ce qui crée le déclic? Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, le corps qui a engrammé de la matière ou qui a engrammé un comportement va soudain fonctionner autrement? Je grossis en passant devant une pâtisserie, me disait ma grand-mère. Je voulais bien la croire, même si elle ne précisait pas qu'à force de passer devant, elle finissait bien par rentrer. Ainsi, enfant, j'ai toujours pensé qu'on attrapait le gras par les yeux. Ma grand-mère se racontait aussi des tas de mensonges, sauf que elle avait effectivement souffert pendant la guerre, et c'était pour elle une compensation contre la faim qui lui avait véritablement tenaillé, tordu, cloué le ventre. C'est un soulagement quand, grâce au tissage d'un lien de confiance, la vérité sur les pratiques alimentaires d'un sujet peuvent enfin se dire lors d'une séance. Oui, les orgies alimentaires se parlent. Ça peut paraître obscène, ça peut paraître monstrueux et sidérant, mais ce n'est pas un désastre. Ça se parle. Comme si dire soudain pouvait alléger. Non pas dire dans une obscénité, une chose monstrueuse, mais dire calmement, en se dégageant de la honte. Acceptation du principe de réalité. Je parle, donc je suis. Ce qui se parle est partageable, soudain. Et là où les choses se passaient dans la solitude des cuisines, il y a soudain une intimité humanisante. La patiente n'est plus seule avec ses placards. Elle est affolée, mais certainement plus éjectée du corps social. Je l'entends, et nul scandale dans son comportement. Elle peut garder ses bourrelets, et elle peut aussi dire la dernière fois qu'un homme l'a touchée. Elle peut évoquer sa dernière baignade et la honte dans le cabinet d'essayage du magasin. Elle peut jouer avec la langue et découvrir l'autodérision dont a priori les personnes en surpoids ne manquaient pas avant que la dépression les en prive. Souvent quand même, on ment sur sa fatigue, sur son état. Alors il faut entendre au-delà du verbe. Rappelons en quoi la psychanalyse agit sur le désir et se met au service d'une parole quand on entend prendre en charge une valeur métrique et une maladie, davantage qu'un sujet en souffrance et en manque d'amour. Alors il y a une question rhétorique qui me tracasse, je vais vous la partager. Le terme obèse, c'est un terme médical, je l'ai dit tout à l'heure. Mais que peut éprouver une personne qui est qualifiée d'obésité morbide? Moi, ça me met mal à l'aise. Cela signe une finitude impossible à penser, comme si le projet de cette modalité de remplissage n'obéissait qu'à la pulsion de mort et qu'aucune vie ne pulsait dans les interstices. L'obèse est gros et il va mourir. Point. Pire, il veut mourir. Dans une démarche exclusivement suicidaire. L'obèse est gros et il va mourir. Oui. Il est maintenant prouvé que certaines obésités ne sont pas accompagnées d'un trouble de la conduite alimentaire. On continue de penser que si la chair étouffe les organes, c'est une question de volonté personnelle. On voudrait mourir. Les organes voudraient s'éteindre. La chair voudrait annuler toute vie dans les organes. J'exagère à peine face à la violence de la terminologie médicale. Ce terme, obésité morbide, vise à diagnostiquer le malade en fonction d'un IMC au-delà duquel la santé est mise en péril et la survie incertaine. Ce terme est pour moi une horreur. J'ai un exemple clinique à vous partager. Une patiente arrive au cabinet et d'emblée, elle se taxe d'obèse morbide. Bonjour, Madame X, je suis obèse morbide. Ok. Et c'est toute l'obscénité de son corps et de la façon dont il apparaît monstrueux qui m'apparaît. Tel qu'il est parlé, il génère autant de scandales que d'inconfort visuel. Il expose son pronostic funeste à la vue du soignant. Ce mot fait donc horreur, comme de nombreux termes qui rétrécissent le sujet. Ainsi, invitons les patients en surpoids à se parler autrement. Il en va de même
pour les alcooliques. Il en va de même pour quelqu'un en soins palliatifs qui souffre d'un cancer en phase terminale. Hein. Je ne suis pas un cancer en phase terminale. Je suis une personne atteinte d'un cancer qui, en attendant effectivement le dernier moment, sera un vivant, avec une histoire, avec une subjectivité, avec un récit, avec un narratif. Un jour, j'ai dit à une patiente en situation d'effondrement qui passait toutes ses séances à pleurer. Et ça a duré longtemps, ça a dû durer 7, 8 séances. Je lui ai demandé de prendre le temps de me dire ce qu'elle souffrait vraiment. Elle m'a répondu comme exaspérée par ma demande. Mais enfin, je suis obèse morbide, ça ne se voit pas. Ce à quoi j'ai répondu le plus calmement du monde, non, madame, cela ne se voit pas. Effectivement, c'est autre chose que je voyais, notamment la couleur de ses yeux miel, notamment sa tenue, la manière dont elle avait apposé son maquillage. Alors que dans la réalité, sa souffrance soit liée à son poids ou qu'elle ait généré une prise de poids, n'empêche que ce qu'elle est était indépendant de toute valeur métrique. Hein. Sa souffrance ne pouvait pas se chiffrer. Il a fallu plusieurs séances pour que la personne me dise: je souffre de mon célibat, je souffre d'un manque d'amour, je suis épuisée au travail et j'ai une inhibition qui m'empêche de faire la moindre activité parce que je me sens moche. En plus, je suis sage-femme, j'ai 38 ans et je n'ai pas d'enfant. Peut-être je n'en aurai jamais, car qui voudra d'une grosse? Lorsqu'elle a pu déposer sa plainte, cette personne a pu parler aussi ce qui soutenait ses forces de vie et sa curiosité. Elle était douée en couture, faisait des sacs de toute beauté, aimait les couleurs, les jolis tissus, même si elle s'interdisait d'en porter à cause de sa faible estime personnelle. C'est bien autre chose que de dire « je suis obèse, fin de l'histoire ». Je sais que cette patiente depuis a rencontré l'amour, a eu une petite fille, vit dans un lieu qu'elle aime, a changé de maternité pour exercer son travail. Je ne sais pas si elle a maigri, mais je sais qu'elle est vivante et qu'elle est dans sa vie. Personnellement, les patients sont d'emblée volontaires pour le travail. S'exposer, ils ont l'habitude depuis le temps. Se défendre, ils ne l'ont que trop fait. De l'humour, ils en ont à revendre. Du charme, ils en sont remplis. Peu conscients de ce qui les éclaire d'ailleurs. Ainsi, ils sont beaux de ne pas le savoir. Ils sont honnêtes d'avoir une souffrance qui se voit. Si le patient obèse, si une personne épaisse prend de la place sur un banc, sur un fauteuil de bus, dans l'espace public en général, il est aussi désaffilié et invisibilisé dans un groupe social qui souvent lui rend la vie dure, jusqu'à le mettre en situation de handicap. N'oublions pas que notre organisation sociale et notre modèle économique génèrent des TCA et que cette organisation sociale refuse de prendre en charge des TCA, autrement qu'avec une réponse culpabilisante, hein, c'est-à-dire toutes ces injonctions diététiques. Le patient c'est son corps qui le dit, un patient traumatisé. Traumatisé pour avoir des troubles alimentaires, lutte contre l'hostilité du monde, lutte contre l'intrusion, abus sexuels, viol, mais aussi traumatisé par le trouble lui-même, traumatisé par son image ou la distorsion de celle-ci, traumatisé par tout ce poids à traîner, traumatisé par le sentiment de la honte. Les troubles de la conduite alimentaire sont polyfactoriels. Ils ne sont pas de structure, c'est-à-dire qu'ils ne dépendent pas exclusivement d'un milieu d'origine ou de la génétique, mais ils ne dépendent pas non plus d'une catégorie qu'on appellerait la névrose, hein, ou la psychose, ou l'état limite, ou la perversion. Ils ne sont pas de structure. Ils peuvent arriver dans toutes les structures psychiques. Ils peuvent arriver dans toutes les catégories socio-professionnelles. Évidemment, le terreau familial et socio-économique contribue à l'émergence de la pathologie ou au développement d'un potentiel. Hein, on connaît effectivement l'influence de la pauvreté sur les troubles alimentaires, les troubles de l'alimentation. Hein, on sait que la malbouffe est très importante dans les milieux précaires. Et pour cause, qui pourrait se payer de la nourriture bio dans des milieux effectivement prolétaires? Entendons d'emblée la pathologie de l'alimentation comme étant prise dans un contexte social, depuis son émergence jusqu'à son expansion, son installation et sa condamnation. Car manger est un fait social, il comprend des us et coutumes, des règles et des tabous. L'hyperphagie, dont l'obésité, je vous le rappelle, est l'expression médicale, est une maladie de la honte, la mise en péril d'une affiliation.
L'hyperphagie décrit une conduite, l'obésité détermine un fait médical. Mais en tout cas, les pratiques corporelles sont encadrées. L'humain est affilié à une communauté à condition d'en respecter les usages et les règles. Je cite. La nourriture est un marqueur et un symbole d'appartenance religieuse, de classe, de filiation, une preuve d'amour ou de luxe. Sans apprentissage, sans histoire et sans relation cognitive avec le monde extérieur, l'homme fonctionne comme une machine mangeante autonome, ingurgitant, selon son rythme propre, les quantités de nutriments nécessaires. Si on laisse un être humain effectivement à sa nature, il va manger en fonction de ce qu'il trouve. Il faut une éducation pour manger bien, pour apprendre à se réfréner. La seule condition étant que ces aliments soient disponibles, effectivement. Il existe un décalage entre la machine mangeante au sein, donc le petit bébé qui s'alimente soit avec un biberon, soit qui est alimenté grâce au sein de sa mère, et la machine mangeante de l'adulte. Tandis qu'un petit veau passe du pis de la vache à l'herbe, le petit homme est nourri longtemps après qu'il a quitté le sein. On sait que c'est lors de l'accès à l'autonomie, ce qu'on appelle la phase adolescente, que les TCA adviennent ou explosent. Notre monde consumériste, qui place la rentabilité au centre des préoccupations et des réussites personnelles, provoque des pathologies de la frontière, telles que les troubles alimentaires. Alors, souvent la personne en surpoids, elle a peur de peser, comme elle a été un poids pour sa mère, ou invisibilisée, indifférente. Elle a parfois été tellement comblée par une mère envahissante qu'elle préfère ne plus compter pour personne. Ça, c'est l'autre pendant. Si elle était un enfant plus rond que la moyenne, comment et pourquoi a-t-elle commencé à grossir? Si elle, oui, l'a grossi à l'adolescence, pourquoi, à la puberté, a-t-elle ou a-t-il pris le poids honteux qui l'empêchait de plaire aux garçons ou aux filles, mais aussi d'assumer les cours humiliants de gymnastique en salle avec les autres élèves? Au secours, à 15 ans ou 16 ans, au secours, le fait de mettre des jeunes adolescentes en pleine puberté dans des salles de gym avec des justes corps ou des tenues collantes. Et au secours aussi de forcer des jeunes filles en surpoids à faire de la gymnastique à égalité avec des corps légers et tout à fait fonctionnels. C'est tout à fait humiliant. Pourquoi, à l'âge adulte, les chagrins d'amour lui ont donné cette rage destructive devant la nourriture? Car la boulimique, elle a la rage. Pourquoi la rage ne s'est justement pas transformée en autre chose, une rage de vivre par exemple? Le désir est resté sourd, comme un volcan silencieux dans le ventre. Pourquoi le chagrin dans le ventre devient-il un mal de bouffe? Un cri étouffé sous des kilos de sucre et de gras? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu, ou pas compris, ou pas voulu voir de ce corps grossissant? L'a-t-on même vu grossir ou maigrir dans le cas de l'anorexique? Les raisons sont multiples, et on ne peut pas faire ni l'inventaire des raisons de grossir en excès, ni déterminer les origines multiples d'une prise de poids qui peut aller très vite ou s'étaler sur plusieurs mois, années ou décennies. Il y a autant de prises de poids que de sujets humains, et ce serait une faute grave que d'enfermer une patiente dans un type de personnalité. Alors, vous l'aurez compris, la psychanalyse n'est pas très, comment dire, fan des enfermements nosographiques et des étiquetages. Dire systématiquement que les gens mangent leurs émotions, ok. Que les femmes qui aiment le chocolat comblent un manque affectif, ok. Que le gavage vient sur le lieu du manque à être, oui, peut-être, sûrement. Mais n'est-ce pas aller un peu vite en besogne? Et les magazines féminins, aujourd'hui, essentiellement sur Internet, sous forme de blogs et d'articles, nous proposent des tas de discours tout faits, prêts à penser, comme autant de gâteaux mal cuits. Des gâteaux un peu mous, et surtout qui n'ont pas le sens original trouvé par les patients eux-mêmes. C'est un sens obligé, facile, prêt à consommer, comme l'est la bouffe rapide. Moi, j'appelle ça de la fast psychologie, rapide, facile d'accès. Je vous propose de ne pas laisser les patients tomber dans trop de lieux communs, qui la plupart du temps entretiennent la culpabilité. Et si vous êtes concerné vous-même, de ne pas vous laisser imposer le moindre discours creux qui proviendrait du plus grand nombre. Non, on ne peut pas indifférencier les sujets atteints de TCA ou trop gros pour leur époque. On ne peut que les aider à trouver une langue originale pour dire leur charme singulier. Je constate dans ma clinique un lien très fort avec les personnes en surpoids. Ce sont des femmes la plupart du temps, mais j'ai aussi des patients hommes en très grande souffrance.
eux aussi pris au piège des canons de virilité répandus dans la société. Il faut être bon vivant, drôle, léger, mais aussi fort et courageux dans l'effort. Il faudrait boire et fumer, parce que c'est cool. Il faudrait manger goulûment, en donnant l'impression de brûler toute la mauvaise graisse dans l'effort. Il faudrait être assidu à la salle de sport, aller courir après le boulot, et offrir un corps d'athlète, symbole de force et de maîtrise de soi. Les hommes aussi souffrent de leur poids et de leur apparence. Différence notable tout de même, sans vouloir ce soir avoir un discours trop féministe. Mais enfin, on est quand même un petit peu obligé de considérer que la dysmorphophobie cible en premier lieu les femmes et leur corps. Les femmes n'en font pas tout un fromage, hein. On les aime, ces hommes, autant minces qu'épais. Et j'ai entendu peu de patientes se plaindre de la prise de poids de leurs compagnons, sauf par peur de problèmes cardiovasculaires ou d'apnée du sommeil. Les femmes se plaignent davantage des débordements de colère de leurs compagnons et des assauts intempestifs que des poignées d'amour dont le mot dit l'aspect adorable. Je n'ai pas entendu beaucoup de qualificatifs adorables et tendres pour dire les bourrelets de la femme. Bien entendu, de plus en plus de comportements se lissent et les femmes deviennent, par identification à l'agresseur peut-être, aussi cinglantes que pouvaient l'être les hommes vis-à-vis des femmes. Alors évidemment, hein, il y a des hommes déconstruits. Mais le seuil de tolérance est sans doute un peu plus grand, effectivement, quand on observe et qu'on critique le corps de l'homme que l'inverse. Le surpoids dans l'enfance fragilise énormément et a souvent fait trauma, hein, chez les hommes, hein. L'autre jour, j'ai une personne qui m'a dit qu'il avait honte à crever. Il avait été obèse dans sa jeunesse et effectivement, au collège, il avait été victime de harcèlement. Au lycée, il a découvert la musculation et à l'âge adulte, il a développé une addiction à la gonflette, comme on dit, hein, au culturisme. Mais enfin, en tout cas, s'il y avait une réassurance narcissique à trouver, il a trouvé une voie pour retrouver de l'estime personnelle et se réapproprier son corps. Alors évidemment, c'était un petit peu excessif et il a déplacé le problème de l'addiction à la bouffe sur la musculation. Mais revenons aux soins. Il faut porter les patients et supporter leur mise en échec, leur désespérance, leur haine d'eux-mêmes. Nous, soignants, soyons là, avec notre corps joyeux, impliqué dans la scène. Ne nous contentons pas d'un silence de mort. Certaines, je vous l'ai dit, parlent de leur corps comme s'il s'agissait d'un corps de merde. Je suis une loque, je suis une vache, surtout depuis que j'ai eu des enfants, je suis dégueulasse. Il faut ne pas se laisser sidérer et impressionner, malmener, par un discours de négation qui, par contamination, pourrait venir percuter la représentation du corps propre de l'analyste. Et n'allez pas revaloriser une patiente dans son expérience présente de sabotage. Cela vous épuisera et risquera de susciter une indignation encore plus grande chez la patiente, qui vous accusera d'hypocrisie, de complaisance, voire d'ironie déguisée. Les patientes sont tellement habituées aux procédés dévalorisants que la moindre parole soutenante peut les menacer. Elles sont persécutées depuis trop longtemps et souvent, il s'agit de réparer un regard maternel qui soit a fait défaut, soit été tellement invalidant qu'il faut du temps pour qu'elles s'en décollent. On sait l'importance du reflet dans les yeux de la mère. Ainsi, il faut y aller doucement, avec les paroles de réparation. Elles ne doivent pas arriver trop tôt, d'autant que si vous voyez votre patiente belle, elle ne se voit la plupart du temps que comme un déchet. Le discours rentre essentiellement dans la chaîne signifiante de la fécalisation. Inutile d'y aller à grand renfort de compliments et de réassurance. Cela ne marche pas, et pire, cela agace. Mais quand c'est le bon moment, et que l'alliance est de qualité, que la patiente vous a octroyé sa confiance, alors là, il faut guetter le bon moment et dire du fond du cœur ce que vous éprouvez de tristesse à l'écoute de ce discours de haine de soi. Combien ces paroles de dénégation sont injustes et datent d'un autre temps, celui de l'enfance. Si la personne lâche enfin sa peine, laisse enfin échapper autre chose que de la colère, vous pouvez y aller et parler de la beauté même. Et puis rétablissons la vérité. Une psychothérapie réussie n'est pas celle qui fait maigrir, n'en déplaise aux marchands de bonheur. Il n'y a pas de miracle, il n'y a que de la vie, et parfois la vie, elle prend de la place dans le corps, plus qu'elle devrait. Le tout, c'est qu'elle infiltre l'appareil psychique et l'espace de rêverie. Mais avoir un corps gros, c'est être gros. Ça fout la honte et c'est humiliant, ne l'oublions pas. Le surpoids lié au TCA, c'est une maladie du désir.
Et vous savez, comme en psychanalyse, on dissocie le corps de douleur du corps de plaisir. Et comme il est question de mettre au centre de la scène du fantasme ce désir, comme nous avons à cœur de faire en sorte que les sujets s'approprient leur désir, l'identifient, le nomment, parfois le contre, le réfrènent, et parfois se donnent la peine de le vivre. Il y a un désaccord profond avec la nourriture, qui s'amasse mais ne nourrit plus. J'aime bien dire qu'on incorpore des objets morts lorsqu'on est hyperphagique ou boulimique. Est-ce que dévorer sans limite est un équivalent de l'alcoolisme et des comportements à risque? Oui. Si le sujet est esclave, en dépendance envers l'objet, on dira qu'il est esclave de la quantité. Oui, dans le sens d'un corps de jouissance et non de plaisir. C'est-à-dire que ça ne fait pas du bien, mais ça fait du mal. C'est un plaisir douloureux. Oui, dans le sens de la création de néo-besoins qui disent un manque d'amour fondamental et une difficulté à habiter son corps. Oui, quand le corps devient à ce point un empêchement à la rencontre et un tel objet de dégoût qu'il est vecteur de moquerie, d'humiliation et de marginalisation. Alors là, oui, on pourra dire qu'effectivement, la dépendance à la nourriture, c'est de l'esclavagisme, c'est une addiction comme une drogue. Le gros nous parle du citoyen en marge, mais aussi de la femme indésirable. C'est comme ceci qu'on la parle et qu'on la voit. Ceci nous parle de l'être humain non convenable, indiscipliné ou sans volonté. Sommé de se divertir et de consommer, l'homme moderne occidental doit jouir, mais dans les limites du raisonnable. Rendez-vous compte l'aspect paradoxal de l'injonction. Tu peux jouir, tout est en profusion, tout est illimité. Tu peux jouir de divertissement, tu peux avaler de la littérature, tu peux aller au spectacle, tu peux trouver de la nourriture partout, mais tâche quand même de te retenir. Le corps est un temple, mais non pas un temple sacré depuis l'intériorité. Il est un temple esthétisé depuis l'extérieur. Il est le représentant d'une discipline, reflet du bien-être déterminé par la loi morale en vigueur, mais surtout par la loi du marché. Manger de l'amour, c'est une lapalissade, non? Et un lieu commun. N'empêche, que mange-t-on quand on mange à l'excès? On mange de l'amour. Penser les tensions et les distorsions du corps implique de penser le corps de plaisir et le corps de douleur. On n'enseigne pas le plaisir sans amour et sans attachement. On enseigne le besoin, mais on n'apprend pas à désirer. Il faut de l'amour pour que l'enfant se détourne du placard où se trouvent le sucre, les gâteaux, les biscuits, les bonbons. Il faut de l'amour pour qu'il se détourne du plaisir de premier degré et qu'il aille jouer dehors avec des branches d'arbres et des cailloux. Il faut de l'amour pour qu'il préfère inventer des formes dans les nuages plutôt que d'avaler des biscuits devant un écran. Pour se tourner vers les objets du monde, il faut avoir été rassuré qu'en détournant le regard de celui de sa mère, on ne perdra pas la relation à cette mère ou à tout autre adulte secourable. Il faut être encouragé à désirer. C'est-à-dire qu'il faut que la maman permette à l'enfant de quitter son visage. Une maman qui est dépressive, une maman qui est absentée par la douleur, le chagrin ou le deuil ne permet pas à son enfant de décoller de ce visage d'absence ou de torpeur. Il faut que la maman soit aussi enthousiaste à l'idée que son enfant aime quelque chose ou quelqu'un d'autre qu'elle. Il faut en somme qu'elle lui permette de se décrocher. Vous voyez, décrocher, se décrocher. On parle de décrocher de la drogue, par exemple. Donc c'est une question aussi de différenciation et d'autonomisation. S'il n'y a pas d'amour, le sucre retiendra l'attention de l'enfant au détriment de toute autre forme de plaisir. On appelle ça des plaisirs du second degré. Il faut mettre de l'amour dans l'éducation culinaire. Il faut de l'amour pour réguler le système digestif et enseigner au corps la satiété. Il faut de l'amour pour se réfréner. Il faut de l'amour de l'autre pour apprendre l'amour de soi. Décider de ce qui rentre et de ce qui sort. Décider de ce qui ne rentre pas. Il faut beaucoup d'amour et c'est ce dont nous manquons tous lorsqu'on vient en analyse. Il y a du bon amour comme il y a du bon gras. Il faut donc du bon amour et pas de l'amour en profusion ou en fusion, qui fait disparaître le sujet derrière un trop-plein. Alors ça, c'est le cas des mères englobantes, des mères toutes puissantes, des mères intrusives. Elles donnent de l'amour, certes, mais ce n'est pas un amour nourrissant. C'est un amour qui étouffe les forces de vie. Rappelons que les troubles de la conduite alimentaire ne sont pas de structure, mais qu'ils sont toujours des mécanismes de défense
contre l'hostilité du monde et en particulier contre la menace relationnelle. Que fait l'adulte quand il s'ennuie? Quand l'existence est une succession de recommencements et de journées monotones, comment rythme-t-il ses journées pour ne pas crouler sous un ennui mortifère? Comment vibre-t-il quand il ne s'exalte plus dans sa vie? Il peut avoir recours à l'addiction pour recouvrer l'ennui, et pas seulement pour lutter contre le stress. Or, l'ennui a quelque chose à voir avec l'angoisse. La malbouffe, le trop de bouffe sont des parades contre l'ennui de vivre. Ils flattent la zone cérébrale du plaisir. Rien de tel contre l'angoisse métaphysique, mais aussi contre l'angoisse d'un corps, d'un ventre, dont on n'est pas toujours assuré qu'il soit suffisamment rempli, voire qu'il existe bel et bien. Un ventre insatiable comme un trou, un ventre qui s'étire à l'infini, peut être source d'angoisse, mais un ventre vide est aussi un ventre sujet à l'angoisse. Et pour cause, on sait la faim, on sait l'éprouver abominable de faim, on sait la douleur. D'ailleurs, l'anorexique a mal. Quand elle dit qu'elle n'a pas faim, ce n'est pas exact. La faim lui prend tout le ventre, toute la tête. Manquer de nourriture fait mal. Il faut entendre également cet épuisement moral chez la jeune fille et cette contention face à la douleur physique contre laquelle elle lutte. Ne pas croire que sous prétexte que l'habitude s'est installée, elle ne sent plus rien. De la même manière, il faut croire que faire un régime c'est dur, il faut croire que ça fait mal. Toujours croire le patient. Ne pas imaginer à sa place que sous prétexte que son visage est impassible, qu'il ne se plaint pas, ou simplement que le trouble alimentaire est tellement fixé qu'il en est relatif et relativisé. Il ne faut pas croire que ça ne fait pas mal. Il ne faut pas croire qu'une personne qui mange une hyperphagique n'a pas mal à l'estomac. Il ne faut pas croire qu'un estomac distendu, ce n'est pas quelque chose d'éminemment douloureux. Jongler avec un ventre qui se dilate permet peut-être de retrouver des sensations qui apaisent momentanément le sentiment d'inexistence. Pensons à l'apaisement du bébé repu, mais aussi à la douleur du corps saturé, estomac extensible, douloureux. La concentration d'une douleur est une attention focalisée sur un endroit précis du corps. Apaisement de l'excitation, mais aussi condensation métaphysique. L'être humain concentré dans la bouche, sur la langue et puis sur l'estomac. Toute l'humanité concentrée sur un lieu. Un individu résumé à son tractus digestif. Souci de soi, angoisse métaphysique, peur du néant enfin résolue. Le sujet hyperphagique semble dire « Je ne suis plus qu'un trou à remplir, je n'ai plus de personnalité, plus de projet, plus de déception, je suis un vide comblé avec des parois autour, un corps machine. Je ne désire plus rien et plus rien ne me désire. Je ne désire plus rien et plus rien ne me contraint. Plus personne ne me rejettera, je suis indestructible, intouchable. » Évidemment, ce sentiment ne dure qu'un temps, mais un temps suspendu pendant lequel la douleur de vivre est mise en sourdine. La détresse du bébé cesse. L'agonie et la crainte de l'effondrement tarissent. Il n'y a plus qu'un temps étiré et un corps comme un sac, sans âme, sans cœur, sans blessure. Il est un peu trop simple de considérer l'hyperphagie comme soumis à une pulsion de destruction, une automutilation totale. Cela signifierait que tous les obèses veulent mourir et que les gourmands abusifs sont, en plus d'être épicuriens, des mélancoliques qui s'ignorent. Cela serait une ineptie philosophique. Enfin, la boulimie est un comportement en miroir de l'anorexie et je vous ai mis un petit tableau que Loïc mettra en complément. Il faudra aussi que je vous donne une bibliographie. Je tâcherai de le faire à temps pour ne pas que vous vous impatientiez. Le grand fantasme est de se passer de manger pour la boulimique. La boulimie touche toujours à des aliments caloriques. Elle s'offre de grands festins, puis avec sentiment de culpabilité, elle vomit pour éliminer. Effacer la scène de crime. Quelque chose arrive au patient qui n'est pas capable de traduire vraiment. Mordre, mâcher, se goinfrer, se gaver, se remplir de vide et se remplir de l'objet sont le revers de la même médaille. Ne pas manger, ce n'est pas rien manger, mais manger du rien. C'est quelque chose, rien. Le désir d'inexistence et la difficulté à porter son poids, à trouver sa place, sont communs dans les deux pathologies. Le désir d'effacement n'est pas à proprement parler un désir de mourir, mais de ne pas vivre dans l'enveloppe assignée à un rôle honteux de douleur et de menace. Qu'il s'agisse de manger trop ou de s'abstenir, on parle dans les deux cas d'addiction.
Il y a une dépendance à la privation. Chaque repas manqué pour l'anorexique est un symptôme d'addiction, une victoire sur la faim, un pied de nez à la nature. Il y a quelque chose de surhumain dans le fait de ne pas se nourrir, une toute-puissance. C'est un moyen de se récupérer une vie qui échappe. Ce n'est pas pour mourir que l'anorexique ne mange pas, mais pour survivre. Et là, j'ai une compassion toute particulière pour les mamans, les papas aussi, mais je sais comme les mamans peuvent être touchées par la relation de nutrition et la relation avec leurs filles. Et donc, c'est une parole aussi de consolation pour toutes ces mères qu'on culpabilise un peu trop et un peu trop vite. Et puis, quelque chose peut-être qui peut apaiser cette maman qui a une jeune fille anorexique. Non, votre jeune fille ne veut pas mourir. Hein. Elle veut vivre, elle veut survivre, elle veut se raccrocher narcissiquement aux branches du moi, on pourrait dire. Elle veut s'accrocher quelque part. Elle est victime d'une idéalisation, elle est victime d'un surmoi féroce, mais non, la jeune fille anorexique ne veut pas mourir. Et quand ça arrive, c'est pour d'autres raisons. Hein. C'est la résultante d'un traumatisme grave, d'une agression sexuelle, de quelque chose qui est indépassable. Donc ça peut paraître antagoniste, hein, ce que je vous dis là, mais il n'y a pas que de la pulsion de mort et un élan morbide dans les troubles de la compulsion alimentaire, quand bien même l'attitude mènerait à la mort. Hein, c'est-à-dire que l'effet peut être létal, mais l'intention n'est pas forcément de mourir. C'est un peu comme la détresse qui advient dans les SOS, les passages à l'acte suicidaire, qui sont des appels au secours, hein, qui ne sont pas de véritables suicides. Heureusement, d'ailleurs, la plupart du temps, chez les adolescents et adolescentes, le passage à l'acte rate. Mais soyons prudents, parce que l'anorexie, au-delà de 3 ans, elle commence à se fixer. Au-delà de 6 ans, on dit qu'effectivement, elle est vraiment, vraiment impossible à déloger complètement. Donc, c'est très, très important de prendre en charge cette pathologie à temps. Si la première année, il peut y avoir déjà un accompagnement médical pour tester les constantes et pour peut-être pas faire hospitaliser la jeune fille, mais en tout cas que la jeune fille d'elle-même accepte qu'elle est malade, identifie qu'il y a un problème, c'est déjà pas mal. Donc l'anorexie est une maladie létale, contrairement à la boulimie et à l'hyperphagie, sans intention de mourir, mais de se récupérer. Il serait tellement simple de faire des hyperphagiques, des boulimiques et des anorexiques des êtres pour la mort, qui soient simplement soumis à une pulsion de mort qui dicte sa loi. Car, rappelons pour finir que les troubles de la conduite alimentaire ne sont pas de structure. Hein. Je tiens vraiment à le rappeler, et qu'on peut accompagner des patientes en accompagnant leur dépression et en considérant qu'effectivement, réinjecter de la libido en étant nous-mêmes dans un corps de plaisir, en partageant le langage, en partageant un jeu avec la langue, permet de redonner des forces libidinales, de réinjecter finalement du désir. Et ainsi, ça ne résout pas le problème du chiffre sur la balance, mais ça résout le problème de la non-existence du désir de disparition. Voilà, et le sentiment surtout d'être désaffilié d'un groupe social qui nous éjecte. Donc, les psychothérapeutes, notre mission ou votre mission, c'est simplement d'accueillir, peut-être pas dans la métapsychologie freudienne, peut-être avec un dispositif de portage, quelque chose qui soit extrêmement nourrissant et bienveillant, sans parler de consolation maternante, mais en tout cas, peut-être, soyons fidèles au poste dans le champ, ne soyons pas trop hors champ. Voilà, essayons de prendre ce risque, d'être vraiment avec elle, par le regard, par deux visages qui se reconnaissent, par une espèce de réciprocité. J'appelle ça l'entre-deux visages, que quelque chose se tisse dans l'intimité pour partager un drame intime qui finalement nous relie tous. Voilà, parce que la haine du corps, le dégoût, le manque d'estime personnelle qui prend appui sur une apparence soit trompeuse, soit inappropriée, soit simplement pas très accordée au dictat de la société, eh bien, nous sommes tous finalement traversés à un moment donné de notre vie, et notamment à la puberté et à l'âge adulte. Il suffit d'être en chagrin d'amour pour le savoir, hein, combien l'estime personnelle était gratinée et combien quelqu'un qui se sentait le plus beau du monde dans la relation passionnée, passionnelle, amoureuse, voire sexuelle, peut s'éprouver et se voir abominable une fois
Il a perdu son objet d'amour, l'attention et la magie de l'état amoureux. Voilà ce que je pourrais dire. Il y a encore plein, plein, plein de choses à dire, mais ma foi, il faudrait une deuxième séance. Peut-être peut-être rappeler une dernière chose sur le lien thérapeutique. Peut-être, si tu me permets, Loïc, que si le lien Vas-y, détruit ou Julia. sauve, hein, ce qui engloutit, c'est pas le lien, c'est l'absence de lien. Hein, je pense que l'absence de lien est un désastre. L'enjeu de la relation thérapeutique serait de ramener le plaisir au centre de la relation, hein, au centre du corps sans que ce dernier s'autodétruise. Je parlais de réinjecter de la force libidinale qui fait dévier effectivement l'objet alimentaire sur la réelle source de plaisir qui nourrit l'être humain. La rencontre thérapeutique peut être par la langue un partage d'expériences de plaisir. Entendons ça, hein, que les bébés, effectivement, qui ont souffert, n'ont pas vécu ce partage de plaisir, un partage partagé, hein, au sens de Pierre Aulagnier. Il faut qu'il y ait un partage de plaisir, une prime de plaisir, dit-elle. Faut-il que le patient éprouve par le jeu du transfert? Donc, ça veut dire qu'est-ce que le patient va transférer d'un imago parental et sur la personne du psy, hein. Mais il faut aussi, grâce au réveil de l'analyste, hein, de son intérêt, de sa joie réelle à être en présence auprès du patient, euh, il faut aussi éprouver le jeu par l'intermédiaire du plaisir du psy, je crois. Je crois que rester complètement neutre en face de patients comme ça, qui ont l'impression de se dilater dans l'espace et dans le temps, de ne plus avoir de forme et de ne plus compter, il me semble que c'est une ineptie et que ce serait presque laisser le patient dans un silence de mort et sur une zone effectivement une zone miroir, une surface réfléchissante presque opaque, hein. Je crois qu'il faut prendre le risque de se laisser impacter, traverser, quitte à renvoyer quelque chose, même avec le visage. On pourrait en parler, hein, mais pour éprouver quelque part un jeu et puis une réciprocité, un véritable échange. Être offert au regard comme l'oreille est offerte à la parole du patient, sans autre plaisir que celui de deux présences qui se reconnaissent. On est bien ici au-delà de la métapsychologie freudienne et de la relation oedipienne, hein. Donc on est dans un espace de portage et de sollicitude réciproque qui fait exister réellement l'analyste en face du patient, hein. L'assurer justement d'un regard qui tienne. Voilà. Et puis porter aussi ce patient et le contenir de manière à ce qu'enfin il soit en un seul morceau. Ainsi, il me semble qu'il est possible euh, de laisser entendre à la personne en surpoids qu'elle n'est pas un poids pour l'autre finalement, qu'on peut porter pour deux à un moment donné. Il est possible, dans la continuité du lien, dans ce tissage, hein, d'une alliance, il est possible de porter quand même un peu de ce fardeau. Il faudrait peut-être pas en avoir peur. Souvent, les patientes obèses sont dans une sorte de plainte et d'agressivité défensive au début, hein. Ça peut s'estomper après un effondrement. On appelle ça une abréaction, hein, quand soudain il y a quelque chose comme ça qui se dévoile et qui se lève. Il y a une émotion qui se lie à la parole et au discours, hein. Et ça, je crois, ça peut signer un abandon dans les bras de l'analyste qui semble enfin dire, hein, c'est l'abandon qui semble enfin dire, vous n'êtes pas si lourde à porter en fait. Vous le croyez, mais vous n'êtes pas si lourde à porter. Ne vous excusez pas d'être là. Prenez vos aises, prenez votre place sur le divan, sur le fauteuil, sur la chaise, dans la pièce. Prenez votre place. Hein, le patient, il est tellement habitué à faire seul qu'il ne fait pas partie des gens qui se reposent sur l'autre, hein. Moi, les femmes, mes patientes qui viennent à moi, elles ne sont pas habituées à décharger finalement leur plainte, leur fardeau. Elles se déposent, mais avec beaucoup, beaucoup de précautions, hein. Donc, dans le cabinet, je crois qu'il est possible de déposer ce poids, y compris celui de cette chair qui peut enfin se détendre. Parce que quand on dit que la personne grosse, elle est répandue, elle est avachie, elle est lâchée, il n'en est rien. Elle est plus souvent hors d'elle les moments où elle donne cette impression, hein, que lâchée et répandue. Euh, D'ailleurs, le corps obèse, le corps gros, le corps en excès, il est souvent très tonique, très dur comme de la pierre. Je dis souvent à mes patientes qu'elles sont un peu minéralisées, hein, finalement. Je ne sais pas si vous avez essayé de masser une amie ou quelqu'un qui est en surpoids, mais il y a quelque chose de très musculeux, hein. Je veux dire, c'est une ineptie de dire que le gros manque de volonté qui se répand, etc. Pas du tout, hein. Un corps qui a grossi, c'est un corps qui a construit une muraille autour de lui.
c'est un corps avec une cuirasse musculaire. C'est un corps finalement qui dit et qui signifie ne vous approchez pas, ne venez pas trop près dans ma sphère d'intimité. C'est un corps qui se protège, hein. Donc il y a aussi des représentations sociales, tout un imaginaire qui vient biaiser notre rapport à nous-mêmes si on a des problèmes de poids, et qui vient biaiser aussi les qualités morales ou les défauts finalement moraux de la personne en surpoids. Et ça, c'est catastrophique, hein, de venir signifier à une personne obèse qu'en plus, elle aurait des vices cachés, quoi, hein, ou des vices énoncés, pourquoi pas. Moi, je crois qu'il faut aussi lutter contre ces représentations, voilà, plus ou moins populaires. Et puis ne pas oublier que s'alimenter, se nourrir, c'est pas incorporé, hein, et que pour nourrir, il faut nourrir l'imaginaire. Et que des aliments bons à manger, c'est d'abord des aliments bons à penser, disait Lévi-Strauss, hein. Donc, aidons ces patientes aussi à réhabiliter quelque chose de l'aliment bon à penser, à retrouver du plaisir à parler de leurs recettes de cuisine, retrouver du plaisir dans la commensalité et sortons du secret, au moins dans nos cabinets, par des expériences qui se figurent et qui se parlent, sans en être de trop effrayés. Et recommençons à faire le pain tous et toutes ensemble. Comme les Bédouins dans le Sahara qui font leur pain dans la cendre et qui offrent à leur hôte quelque chose de très précieux, quelque chose d'incroyable, qui est un pain fabriqué à l'ancienne. Voilà, il n'y a rien de plus beau que de partager la manne, que ce soit dans le désert ou dans nos maisons. Bien. Alors Juliette, Merci, comme tu nous parles de pain et que nous sommes ici entre compagnons, c'est-à-dire ceux qui partagent le pain, j'aimerais proposer peut-être que nous évoquions certaines des questions qui ont été remontées, si on peut prendre quelques minutes. ouais. Merci Euh, Juliette pour ton intervention, toujours brillante et touchante et pleine d'amour. Tu annonces les questions, Loïc? oui, alors on peut peut-être commencer, et je ne sais pas si Pauline, tu voudras nous la partager de vive voix ou sinon on la lit, une question que tu portes, que tu poses sur la question de l'héritage dans les corps et notamment de la façon dont ce rapport à la nourriture est façonné par nos ancêtres. Tu veux nous en dire quelques mots, Pauline? Pauline. Sinon, on peut le lire tout simplement. Si c'est ce que je sais que t'es- Donc Pauline qui demandait, que pensez-vous de l'héritage dans les corps, au-delà de la génétique, bien sûr, autrement dit, comment nos ancêtres façonnent-ils notre rapport à la nourriture et au corps? Peut-on parler de loyauté déniée dans certains cas? Alors c'est une question, ça, très intéressante, hein, en psychanalyse, quand on étudie le transgénérationnel, mais aussi en anthropologie, hein, dans le partage d'expériences, il y a évidemment, hein, du transgénérationnel. Euh, alors, il y en a avec nos ancêtres, il y en a avec nos enfants, il y a toute une filiation, effectivement. Alors, la loyauté, oui. Oui, dans ce qu'on on s'approprie les gestes de nos parents, mais aussi les, les manières de s'alimenter. On appelle ça les techniques du corps, hein, selon Marcel Mauss, hein. Il y a toute une manière de manger, une manière de faire à manger qui est directement héritée de nos mères et nos grands-mères. Et c'est peut-être le sens de ce que dit Pauline, au-delà de l'apprentissage par mimétisme. C'est peut-être même au-delà de ce qui nous a été transmis consciemment. Mais effectivement, il y aurait certainement quelque chose de transgénérationnel. Alors, il y a aussi l'épigénétique, hein. C'est pas directement de la génétique, mais c'est considéré que finalement, les expériences de la guerre, les traumatismes en tout genre qui ont privé les gens de nourriture se répercutent sur les générations postérieures, hein. Je crois qu'il y a quelque chose qui s'engramme, et d'ailleurs, on le sait, que toutes les famines, les expériences concentrationnaires ont donné lieu sur des générations à des troubles de la conduite alimentaire. Aujourd'hui, ça fait plus de doute qu'il y a un impact très grand. Mais le partage de nourriture est quelque chose effectivement de transgénérationnel. On partage au-delà
des époques. On s'inscrit dans une chaîne historique, c'est Pierre Legendre, hein, l'anthropologue, qui parle de ça d'ailleurs, hein. Hein, on s'inscrit vraiment dans une chaîne anthropologique. Et en s'inscrivant dans cette chaîne, on s'y nourrit. On se nourrit des histoires de nos aïeux, on se nourrit des histoires qui nous ont précédés. Au même titre qu'on hérite d'une langue, on n'est pas tombé ex nihilo, on se nourrit aussi de ce qui a nourri nos ancêtres. C'est une très bonne question, hein. Alors, je vais poursuivre avec la question que nous posait Laurence en aparté. Et peut-être, Laurence, si vous voulez prendre la parole pour la porter, poser une réflexion sur le groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids, qui proposerait une approche pluridisciplinaire du traitement des TCA. Je ne sais pas si vous voulez nous en dire peut-être un peu plus, Laurence. Juste simplement en en mettant votre micro, si vous voulez donc pouvoir adresser une question à Juliette. Oui, voilà, en fait, bonsoir et merci pour cette belle présentation. En fait, je suis psychanalyste et là, actuellement, je suis en formation dans une formation du GROS. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est le groupe de Oui. réflexion sur l'obésité et le surpoids. Et c'est vrai qu'il y a une approche vraiment pluridisciplinaire, donc un côté psychologique. Et en tant que psychanalyste, moi, ça m'intéresse beaucoup. Et puis, une approche plus cognitive et comprendre comment, enfin, voilà, on peut arriver à perdre du poids et au moins à s'équilibrer, à trouver son poids d'équilibre, quel qu'il soit. Il peut être haut ou bas, peu importe. Mais l'idée, c'est de se réconcilier avec la nourriture et je trouve que cette approche est vraiment intéressante. Alors effectivement, la psychanalyse ne guérit pas l'obésité. L'approche du gros permet de peut-être de traiter, de voir que on peut apporter une conscience de soi, conscience de ce qu'on peut manger et de conscience de qui on est et de ce qu'on peut ne pas être. Et ça, c'est vraiment intéressant. Enfin, c'est très enrichissant en tout cas. Donc voilà, c'est une approche qui me plaît beaucoup et qui complète en fait le côté psychanalyse en fait, seulement. Je crois que c'est, Laurence, merci. Je crois que c'est la seule approche en fait qui se tienne. Oui. C'est un peu ce que je disais en préambule, c'est-à-dire qu'on est obligé pour penser ce trouble-là et pour espérer réconcilier effectivement des patientes qui sont dans un conflit interne, intrapsychique et un conflit aussi avec l'environnement et avec l'objet alimentaire. On est obligé de considérer tous les facteurs, donc toutes les sciences, toutes les disciplines doivent s'articuler pour Mm, mm. penser ce corps de désirance. Hein, et effectivement, les neurosciences, Oui, et pas que, et même les TCC peuvent aider quelque part. Alors c'est que là, j'ai un peu critiqué les TCC, mais tout peut contribuer. Hein. Je crois en que fait, il faut. on ne peut penser le trouble alimentaire que de manière transdisciplinaire. Voilà. Mm. C'est vraiment à la croisée des chemins, parce que il y a il y a des us et coutumes, il y a des habitudes. Hein, Mm. l'importance, comme je l'ai dit, du social. Tout à Je fait. crois que tu as tout dit avec la conscience de soi, hein, Mm. Voilà, tout à fait. la conscience de soi. Mm. Tout à fait. La méditation aussi, hein, pourquoi pas. Je sais que ça marche Exactement. très, très, très bien. Hein. Bah, de toute façon, la méditation vise à se recentrer sur l'instant présent, mais Et aussi c'est à ça. prendre conscience. Hein, méditation marche très bien. Et donc voilà, une approche dans tous les sens du terme peut être vraiment Oui, très oui, enrichissante et vraiment permettre de oui, comprendre voilà, beaucoup oui, de phénomènes et comprendre ce qui se passe en fait. Voilà. oui. C'était voilà, un témoignage et puis une Non, mais question. merci, hein, merci, ouais. Voilà. Merci beaucoup. Alors, nous avons aussi une réaction de Cléo qui va nous parler, qui parle également des travaux de Muriel Darmon. Mais peut-être, Cléo, si tu es encore avec nous, tu peux reprendre aussi la main et peut-être partager tes quelques éléments de réflexion avec Juliette. Alors, je ne sais pas si Cléo est encore connectée ou peut-être pas. Alors, du coup, je les partage avec toi, Juliette, hein, pour que tu puisses la voir et Ouais. peut-être rebondir sur l'enregistrement. Donc merci pour cette présentation vraiment riche, beaucoup de finesse et attention précieuse à la complexité du vécu. Cela m'a fait penser à Pierre Bourdieu, sa hiérarchie des goûts, ce qui est valorisé comme bon goût, maîtrise des corps, n'est jamais neutre, mais socialement situé, profondément politique. Ici, Ouais, le corps fait ouais. signe, il peut être jugé, classé comme un indice de valeur sociale,
Le corps maigre ou gros me semble pris dans une tension, objet de fantasme et page blanche sur laquelle la société projette des normes contrôlantes, des règles de distinction. Ça fait écho aux travaux de Muriel Darmon sur la socialisation des corps, la manière dont notre rapport à l'alimentation s'inscrit très tôt dans les trajectoires sociales comme culturelles. Et donc, Cléo nous dit qu'elle trouve intéressant de penser le corps comme un point de rencontre entre histoire subjective et histoire sociale. Oui. Alors moi, en complément, il me venait aussi une question, je voudrais rebondir sur un élément dont tu nous as parlé un peu, c'est la question aussi comment dire, de la personne souffrant de surpoids comme une personne marquée d'un traumatisme, voire de traumatismes multiples. Je reprends un élément de ce que tu avais posé. Le patient est un patient traumatisé, souvent traumatisé par les troubles alimentaires, en lutte contre l'hostilité du monde, lutte contre l'intrusion. Donc effectivement, qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur cette logique du traumatisme comme un élément qui serait, qui ferait partie de ce vécu du surpoids? Ben, le traumatisme, c'est une effraction dans l'appareil psychique. C'est un événement ou la réitération de plusieurs événements qui vient effectivement pénétrer dans l'espace psychique d'un sujet de manière complètement inattendue. C'est-à-dire que le cerveau n'a pas pu se préparer, se conditionner à l'impact. Hein. Donc c'est une charge d'excitation massive, intensive et brutale. Alors effectivement, le choc post-traumatique peut générer des troubles de la conduite alimentaire. C'est absolument réactionnel, une manière de se défendre contre l'extérieur. Si l'extérieur fait menace, le corps peut tout à fait créer tout autour de lui quelque chose d'une cuirasse, d'une seconde peau, on pourrait Hmm. dire. Hein, on parle de peau musculaire, mais de peau aussi adipeuse, quoi. Quelque Oui, part, c'est de la matière qui fait muraille, qui fait barrage tu contre l'ennemi, évoquais une contre le mise à choc. distance par le fait d'avoir cette enveloppe supplémentaire. Oui, et puis parce qu'il y a quelque chose aussi d'une excitation qui est à étouffer. C'est-à-dire que Hmm. la nourriture vise, comme je l'ai dit, quand elle s'incorpore de cette manière-là, non pas à nourrir, elle étouffe, elle suspend le temps, elle fait en sorte que l'histoire ne dure pas. Un traumatisme, c'est quelque chose qui arrête l'histoire du sujet. Hmm. Et le trouble de la conduite alimentaire, hein, l'hyperphagie, la boulimie, même l'anorexie en l'occurrence, mais c'est une manière de suspendre le temps. Que finalement, il y a plus d'histoire. Il n'y a plus d'histoire du sujet. On arrête la narration. Hmm. D'ailleurs, s'il y a eu trauma, il y a quelque chose qui s'est arrêté à ce moment-là, dans la dissociation. Comme je disais, c'est soudain, on est hors de soi. On n'est plus vraiment en soi, on n'est plus vraiment dans son corps. On ne Oui. l'habite plus. Et le Tu évoques traumatisme, effectivement, cet arrêt, effectivement, il y a arrêt de l'histoire. Est-ce qu'on peut il parler arrête aussi d'arrêt l'histoire. de la pensée? Parce que si on prend par exemple l'exemple de The Whale, on a aussi cette question de la nourriture comme une façon de ne plus avoir à penser son angoisse. Alors moi, j'aime bien dire que manger à l'excès, c'est se dépenser. C'est pas se dépenser en faisant du sport, hein, ce qui apparaît tout à fait favorable à une décharge, je dirais, avec but noble et sublime. C'est une sublimation, le sport, mais c'est se dépenser dans le sens aussi de ne pas penser, et parce qu'il y a un jeu de mots avec la pense, hein, se Hmm. dépenser. Donc oui, il y a quelque chose qui ne pense pas. On est plutôt dans la pensée opératoire hein, quand on se nourrit de cette manière-là. Encore une fois, il ne faut pas faire de raccourci intellectuel en prétendant que le sujet qu'a un TCA serait uniquement dans une pensée factuelle et un discours comme ça sans profondeur. C'est pas du tout ça. C'est que le moment où elle met en place cet aménagement, le moment où s'exprime son symptôme, il y a quelque chose qui se dépense, donc il y a quelque chose qui fonctionne sur une modalité opératoire. On est dans un fonctionnement de surface. Pourquoi? Parce que il y a un dégagement des affects. On ne veut pas y être. On ne veut pas être en soi. On ne veut pas être sur la scène traumatique. Et c'est vrai que il y a souvent, en tout cas chez les femmes, eu des violences sexuelles, hein, des intrusions, Hmm. ou alors des séductions. Ça peut aussi être des climats très incestuels qui ont donné lieu à des menaces invisibles, mais néanmoins très, très fantasmatiquement présentes et dangereuses pour l'enfant ou l'adolescente.
Est-ce Donc que vous là, pourriez il y a dire, du trauma, de toute façon, il y a du gel des affects. Le est-ce que traumatisme crée de la paralysie. Est-ce que tu as rencontré, toi, justement, des situations où le surpoids avait justement cet effet de mise à distance des dynamiques de séduction, justement par le biais des projections sur des corps plutôt minces, voire maigres, où du coup le surpoids va être une façon de se rendre invisible? Absolument, absolument. C'est presque à chaque fois. Presque à chaque fois. Il est quand même très, très rare que... Alors oui, il y a des patientes parfois qui ont eu des enfances un peu trop, alors je veux dire avec des précautions oratoires, mais un peu trop nourrissantes. Hmm. Des patientes très, très, un peu trop nourries. Vous voyez, alors ça, c'est le problème des grands-mères un peu trop, ces grands-mères qui nourrissent à l'excès. Ces mamans, comme je disais aussi, des mamans très englobantes, hein, qui fabriquent un environnement très feutré qui permet pas à l'enfant de se dégager, de se décoller et de se tourner vers d'autres plaisirs. Quelque part, manger peut avoir un caractère absolument régressif. Il y a quelque chose d'infantile, hein, de toute façon, dans cette espèce de fixation à la zone buccale, qui est la première zone finalement érogénéisée. Il peut y avoir quelque chose de très, très régressif. Hein, lorsqu'on mange, j'aime bien interroger les patientes sur ce qu'elles mangent. Parce que c'est pas pareil de se remplir de crème glacée et de déchiqueter du saucisson. C'est pas la même chose, hein, dans l'acte même agressif de destruction. Parce que manger, c'est prendre le risque de la destruction. Il y a toujours la destruction d'un objet. Hmm. Le bébé mange un biscuit, hop, il disparaît. Donc de toute façon, c'est toujours cette même problématique, hein. Manger, c'est prendre le risque de détruire ou de faire disparaître. Hmm. Tout le Dans temps. digestion, il y a le di qui suppose une séparation par rapport à une unité. Juste avant qu'on ne prenne l'intervention de Sonia qui a levé la main, juste un rebond aussi de Laurence qui, justement sur la question du trauma, nous demande est-ce qu'on peut dire que c'est une dissociation, que le trauma serait qu'il y aurait un déplacement du trauma sur la nourriture, une forme de clivage? Oui. Bah oui, absolument. Ça va dans ce sens-là. Absolument. Il y a une espèce oui, de trajet comme ça mm, qui concentre sur l'objet alimentaire. On parle de corps métonymique hein, dans la boulimie hein, et dans l'alcoolisme aussi, dans les addictions en général, hein. C'est-à-dire que le corps devient l'objet, si vous voulez, d'addiction devient le corps haï ou le corps maternel, hein, il devient. C'est-à-dire, je deviens à moi tout seul un corps consolateur pour ma mère, par exemple. Hein, une mère morte, la mère morte d'André Green, par exemple. Hum, Je hum. deviens ce corps-là. Il y a un transfert qui se fait, qui s'opère. Et puis l'objet alimentaire peut devenir aussi le, le corps maternel quelque part. Soit celui qu'on déchiquette, hein, qu'on réduit à néant, qu'on réduit en poudre, dont on fait un déchet, hein, si on veut détruire la mer, soit un corps de fascination. Mais en tout cas, il y a une substitution hein, du désir en besoin. C'est une substitution. Bien, ce que je propose avant que de te laisser le mot de la fin, Juliette, c'est peut-être d'entendre Sonia, donc qui a quelque chose à nous partager. Bah déjà, merci Juliette, hein, parce que j'adore t'entendre. Je suis trop Oh, fière de merci, t'avoir dans Sonia. les compagnons. Je t'amène toujours voilà, ton point de vue, mais avec beaucoup de délicatesse, voilà, de savoir-faire, de savoir-vivre. Ça correspond bien. En fait, les interventions te correspondent bien. Voilà, donc merci, parce que c'est toujours agréable de t'entendre. Je voulais rebondir sur deux choses qui m'ont énormément aussi touchée. C'est les non-dits dans les deux films que tu as proposés, les extraits. Donc, le principe aussi, voilà, d'utiliser l'art pour appuyer ce qu'on veut dire. Je trouvais que c'était quand même aussi très intéressant de voir que dans les deux extraits, il y a un manque de parole, il y a un bruitage qui est très stressant quasiment, et ce silence, en fait, qui crée presque un vide. C'est de la violence aussi liée à l'image, en fait. On ne se rend pas compte, mais elle est là, en fait. Ce vide est là. Que ce soit dans la première que dans la deuxième scène. C'est quand même assez... Dans la deuxième, on écrit, mais c'est pareil, on ne parle pas.
on entend que le bruitage de la nourriture, du fait de manger. Et c'est quand même assez impressionnant, en fait, quand on y fait attention. Hein. C'est dans tout le film, mais bon, on ne fait pas forcément attention. Euh, et du coup, voilà, ça c'était quelque chose, je me dis, tiens, ça, voilà, ça m'a touchée, donc je me suis dit, tiens, je vais leur partager. Le fait aussi, quand tu parlais de la honte, moi j'ai eu des patientes avec des, voilà, des troubles alimentaires différents et variés de tout âge. Et il y a aussi des fois pour certaines personnes qui ont notamment des troubles d'anorexie, la honte qui se transforme en frustration, qui se transforme en colère. Et donc, on n'est plus dans une notion de subir quelque chose, mais on est vraiment dans un acte de révolte colérique aussi, notamment chez certains adolescents, beaucoup, jeunes. Hein, des patientes que j'ai eues qui ont entre 13 et 14, 12, 13, 14 ans. Il y a cette notion de révolte aussi, de colère et de privation, du coup, pour se faire mal. Donc, on n'est pas forcément sur des personnes qui souffrent et qui se renferment. On peut avoir l'excès aussi de l'autre côté. Donc, voilà. Et parce que ben, j'adore l'histoire, c'est vrai qu'être gros et prendre de la place, même chez les rois et les reines, c'était mal vu. Sauf pour des grandes personnalités comme Catherine la Grande ou la reine Victoria en fin d'âge ou Henri VIII qui a carrément créé avec Holbein un style qui a continué pendant quelques siècles quand même et qui est très reconnaissable, mais c'était tous des personnes imposantes. Mais pareil, même à cette époque-là, il y avait aussi une notion de grandeur, du fait qu'elles ne se retenaient pas, qu'elles n'arrivaient pas à gérer leur corps, en fait, alors qu'on est dans des époques différentes, mais la vision était toujours là. Donc, voilà, je voulais te partager ça parce que historiquement, voilà, le fait d'être mince et d'être bien portant, c'est pas quelque chose d'époque, en fait. Même dans l'époque ancienne, même les rois, ils pouvaient être critiqués s'ils étaient trop gros. Donc, voilà, c'était... apparemment, c'est quelque chose qui suit l'homme depuis des siècles et des siècles. Donc, Mais voilà, oui, problème c'est de juste. l'incarnation, hein. Tout à fait, tout à C'est vrai. fait. Loïc, j'avais prévu un petit passage d'un danseur de tango, mais Mhm. il y avait aussi un autre passage de danse. Est-ce que tu peux nous en choisir un pour transformer quand même tout ce qu'on vient de dire? Bah, on va prendre le danseur si tu veux bien. Je veux bien, ouais, qu'on voit quand même quelque chose de sublime et qu'on peut aussi habiter son corps avec énormément de sensualité. Et combien c'est beau, ce corps qui pèse et qui prend sa place sur terre. C'est magnifique, hein. Ouais. Merci Loïc, c'est super. Voilà, donc peut-être, est-ce que tu veux nous ajouter là-dessus ton mot de la fin pour que nous nous Eh quittions ben, sur cette musique? eh bien, il y a de la grâce dans le geste, hein, et peu importe finalement hein, les couches qui constituent notre moi incarné. Ce qui est important, c'est la vie qui jaillit, c'est la sublimation, c'est tout ce qui s'infiltre, encore une fois, je disais tout à l'heure, dans les interstices. Et la sensualité, elle est partout, elle est partout. Et c'est merveilleux, hein, un corps qui s'exprime, un corps qui vibre et qui poétise. Et il n'y a pas une manière de poétiser le monde, il n'y a pas une manière d'habiter la scène.
Il y en a plein. Et mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau de voir quelqu'un simplement qui prend sa place. Il devient le plus beau, juste parce qu'il prend sa place et que c'est la sienne. Et c'est ce que j'appelle le charme. Voilà, je vous remercie.